Bonjour, et aujourd'hui je vais aborder, comme continuité de ma dernière vidéo concernant les avantages et les risques de l'intelligence artificielle, que je vous propose de regarder attentivement, où et je m'étale vraiment surtout sur le logiciel Revit, Forma, etc. Comment aujourd'hui on peut profiter au maximum de tous les outils d'intelligence artificielle. La conclusion, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un apport énorme aujourd'hui pour l'architecte, pour pouvoir venir aider dans les processus de la conception de A à Z d'un bâtiment et surtout pour pouvoir faire en sorte qu'on devienne un architecte augmenté, c'est-à-dire avec tous les outils qu'on a disponibles, on peut aujourd'hui se concentrer, l'architecte peut, ou les équipes d'architectes peuvent se concentrer sur les aspects, disons, essentiels d'un projet d'architecture qui, évidemment, parfois s'éloignent des apports de la dite intelligence artificielle. Et j'ai justement la phrase que j'ai prononcée déjà plusieurs fois parce que pour moi c'est très très important parce que ça vient d'un génie, c'est les créateurs de machine learning, et les docteurs Yann LeCun, qui était directeur de Meta, maintenant il a créé sa propre start-up et qui soutient, et moi je suis 100% d'accord avec lui, que l'intelligence artificielle va amplifier l'humain. C'est-à-dire il ne faut pas avoir peur, mais au contraire, il faut l'utiliser au maximum et profiter au maximum de tous ces outils, et sans imaginer pour autant que parce qu'on a ces outils, on va devenir d'un seul coup architecte alors qu'on n'a pas la trajectoire ni le métier pour pouvoir rentrer dans la conception architecturale. Aujourd'hui, c'est justement pour pouvoir venir avec un débat contradictoire et par rapport à mes confrères et mes consoeurs qui imaginent que l'intelligence artificielle, elle va remplacer l'architecte. Je vais justement détailler, approfondir sur tout ce qui est justement lié à l'intelligence humaine dans, et surtout bon, dans les processus de la conception architecturale, surtout tout au début, quand on commence avec les esquisses, les croquis d'intention, voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vraiment bien faire en détail et séparer d'un côté que vous voyez à gauche tous les apports qui sont liés à la psychologie, au sens commun, à l'expérience de l'architecte, et de l'autre côté, voir comment on peut échanger, faire des allers-retours avec des optimisations, avec des imitations qu'on peut avoir aujourd'hui avec des bases de données extraordinaires proposées pour aussi bien le rendu que le format, par exemple, à niveau d'un site d'implantation, pouvoir faire les études, etc., etc. Donc, vous allez voir en détail, là, par exemple, j'ai énoncé tous les principes des bases qui ne sont pas faisables avec l'intelligence artificielle. Et donc, on va les voir par la suite. Si vous voulez, vous pouvez retenir sur les slides, mais je préfère continuer pour faire l'exposé un peu global dans ce sens. Alors, je vais justement faire les détails de toutes les limites structurelles de la
intelligence artificielle dans les premières phases de la conception architecturale. Comme premier point très important, la conception architecturale comme prise de position. La phase initiale d'un projet ne consiste pas à produire des solutions, mais à formuler une position. L'architecte, il est face à un programme et il va prendre position, mais c'est une position liée à sa propre expérience, à sa propre position politique, sociale, etc. Culturelle, sociale, éthique et architecturale, évidemment, parce qu'il est peut-être déjà plus inscrit dans un mouvement qu'un autre. Il ne va pas essayer de venir avec des copies légotiques ou voir. Non, non, on ne commence jamais par imitation des styles, etc. L'architecte ne se contente pas de répondre à un programme. Et il l'interprète, le questionne et les cas échéants les conteste. C'est-à-dire qu'il y a un aspect qui n'est pas de suivre comment des idées, des images, des pixels ou des textes. Pas du tout. C'est justement prendre position face à un programme et un site d'implantation aussi, qui est toujours unique. L'intelligence artificielle en tant que système probabiliste fondé sur l'agrégation des données existantes est structurellement incapable de formuler une prise de position normative, assumer une responsabilité morale du projet, défendre un choix face à des intérêts contradictoires. Et c'est ce que je viens de vous dire. La conception architecturale commence donc par un acte non calculable, relevant de l'engagement individuel et professionnel. Vous voyez, ça c'est très important à retenir. Ensuite, c'est essentiel aussi de comprendre que nous, dans l'intelligence artificielle, il y a toujours les algorithmes qui interviennent pour faire des analyses. L'algorithmique du sens n'existe pas. Le sens, l'algorithmique du sens n'existe pas. Tout projet architectural repose sur une nécessité, répondre à un manque, corriger une situation, proposer une vision. Cette nécessité ne découle pas mécaniquement, c'est bien pas une mécanique du programme, mais c'est l'interprétation humaine, liée au vécu, à l'expérience, etc. L'IA peut générer des récits plausibles ou des intentions projectuelles, mais elle ne peut pas produire un sens ancré dans une expérience vécue, une mémoire collective, une sensibilité culturelle située. Ainsi, le sens architectural ne peut émerger que d'une relation directe au monde, dont l'IA est dépourvue. Et là, je me détiens 2 secondes parce que justement, je retiens ça, parce que justement, Yann LeCun, avec sa recherche qu'il fait actuellement avec un nouveau système qu'il propose, c'est la GEPA. Et la première chose qu'il soutient, justement, à différence de tous les LLM qui existent, c'est, premier pas, partir d'une vision du monde. Il soutient que sans une vision du monde, on ne peut pas parler des intelligences artificielles, parce que ça part de là, tout le reste. C'est aussi Yann LeCun qui l'a dit. L'interprétation critique du programme comme acte fondateur. Et le programme architectural est rarement un document neutre. Il contient des contradictions implicites, des priorités non formulées, des tensions économiques, sociales ou politiques,
tout ce qui est lié à la vie, hein, au vécu, et lié à un contexte social prédéterminé. L'architecte exerce ici une fonction critique essentielle. Il distingue la demande exprimée du besoin réel, la demande et le besoin. Cette capacité d'interprétation, c'est très très important ça aussi, sur l'écoute. Hein? Sans écoute, on ne peut pas partir sur un projet sans écouter. Écouter en direct les gens localement, c'est être à l'écoute. La négociation aussi. Et la négociation, ça va se faire au cas par cas. Il n'y a pas une négociation comme ça en abstrait. Malgré qu'on peut vraiment avoir des outils qui font comprendre comment mieux négocier, comment améliorer tout ça. Mais c'est juste améliorer, pas faire à la place. L'intelligence relationnelle, hein, c'est-à-dire les apports entre les échanges des gens qui sont des noms, des prénoms, des spécificités, des experts dans des domaines différents, divers, etc. Et la lecture contextuelle, c'est les contextes, hein, c'est les moments spécifiques où on va intervenir avec un projet d'architecture, c'est-à-dire c'est un moment précis, dans un endroit précis, et tout ça, il y a un contexte qui est unique aussi. La IA, limitée à une lecture littérale et statistique des données, ne peut ni détecter les noms, tout ce qui est lié au conflit des valeurs qui sont existants au préalable. La en numéro 4, la hiérarchisation qualitative des enjeux. Concevoir implique une hiérarchie. Tout ne peut pas être optimisé simultanément, ça n'a pas de sens. Il faut établir un ordre hiérarchique et c'est l'architecte qui pourra le faire en fonction d'un programme spécifique. Il n'y a pas des magies là qu'on va venir avec des réponses, des optimisations déjà hiérarchisées. L'architecte doit décider ce qui est essentiel, ce qui est secondaire, ce qui peut être sacrifié. Cette hiérarchisation est qualitative et non métrique. Elle repose sur l'intuition, l'expérience, les jugements, j'adore ça. L'intuition, l'expérience, le jugement. Ces trois valeurs, on ne peut pas les trouver avec toutes les machines learning derrière qui rajoutent des données, optimisent, etc. La IA excelle dans l'optimisation multicritère, mais demeure incapable de renoncer volontairement, c'est-à-dire de faire parfois un choix qui ne provient pas d'une optimisation, mais que c'est un choix juste. Hein? C'est un choix juste. Les choix justes n'équivaut pas à la meilleure optimisation. Hein? C'est une grosse erreur pour moi, imaginer que les choix qu'on fait à partir des optimisations, c'est les choix justes. Ça peut nourrir pour prendre la décision, mais elle ne peut pas en elle-même avoir la prise de décision. L'intuition spatiale préformelle, ça c'est aussi très très important. Avant toute formalisation graphique ou numérique, la conception passe par une intuition spatiale, une image mentale, une atmosphère, une tension volumétrique. Cette phase est profondément incarnée, elle mobilise la mémoire corporelle, la perception, l'imaginaire. Après, je vais vous montrer par exemple des esquisses, des croquis d'architectes où vous pouvez voir
Moi-même, j'ai travaillé beaucoup en faisant des esquisses, des croquis, etc., par rapport à des projets divers et variés que je fais dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire que l'esquisse, les croquis, il y a une démarche qui va beaucoup plus loin des copier des dessins ou des copier des belles images. Ça n'a rien à voir. Hein? C'est quand on fait une esquisse, on a déjà des hiérarchisations des valeurs par rapport au terrain, par rapport à l'implantation de ces projets. L'IA peut générer des formes ou des images, mais elle ne possède ni corps, ni perception, ni vécu spatial. Vécu. Les vécus, c'est moi, c'est l'architecte. Et on ne peut pas avoir un vécu avec la tête de quelqu'un d'autre. C'est impossible, ça n'existe pas. Heureusement, d'ailleurs. Elle ne peut donc produire une impression spatiale authentique, seulement des simulations formelles a posteriori. Numéro 6, le doute comme moteur du projet. Et là, je voudrais dire, par exemple, par rapport à tout ce qui se passe à la science, quand on vous dit des certitudes, hein, c'est la science qui les dit. Il n'y a rien de plus grave que les gens qui se positionnent derrière la certitude de la science. C'est la science qui les dit, donc c'est vrai. Il n'y a rien de plus faux que cette affirmation, fausse que cette affirmation. Sans les doutes, la science n'existe pas, parce que c'est les doutes qui fait avancer. Si on part des certitudes, on reste là, c'est figé. Les scientifiques, ils trouvent parce qu'ils doutent et ils cherchent parfois, pas en sachant déjà les résultats. Et c'est cet aspect dans la création architecturale des doutes, c'est un moteur aussi pour réussir les projets, de réussite de la qualité du projet. Contrairement justement au système algorithmique qui tendent vers la cohérence et la convergence, les processus créatifs architecturaux est traversé par les doutes, l'hésitation et parfois la contradiction. Ces doutes permettent l'exploration des voies alternatives, la remise en question des évidences. Ce qui semblait évident ne l'est pas dans une deuxième lecture. L'émergence des solutions non prévisibles. C'est pour ça que l'IA va avec les textes et tout ça où on fait un prompt et on a le résultat. Non, non, parce que parfois, justement, on est en train de chercher dans tout ce qui est prévisible. Et parfois, c'est l'imprévisible qui intervient dans la création architecturale. Donc, on ne peut pas le faire au-delà de l'intelligence du cerveau humain, de sa sensibilité, de son sens commun, de son expérience, et ainsi de suite. Les doutes n'est pas une défaillance des processus, mais une condition, j'adore ça, de sa richesse. Les doutes n'est pas une défaillance du processus, mais une condition de sa richesse. Ça, on pourrait l'étaler dans tous les domaines, et notamment aujourd'hui dans les soi-disant experts scientifiques qui disent ça c'est la science qui le dit. À la télévision on a vu des charlatans, oh là là, mon Dieu, si on a vu des charlatans, même du gouvernement, qui disaient c'est la science qui le dit, alors que la science elle est faite des doutes, jamais des certitudes. L'IA est conçue pour réduire l'incertitude, non pour l'habiter, non pour la vivre, l'habiter. Et il y a un point essentiel, c'est le point numéro 7, c'est le point, les derniers points que j'aborde, c'est la responsabilité de la décision finale. Les projets architecturaux engagent
des conséquences durables, économiques, sociales, environnementales. À ce titre, il nécessite un sujet responsable. Quand je dis un sujet, ça peut être une équipe de 10 000 personnes. Et le sujet, il est une personne, une multiplicité de personnes, mais c'est des personnes, hein, avec des têtes, des vrais cerveaux, et pas des robots qui sont en train de décider. Non, non, ça n'existe pas. Pour l'instant, peut-être, on arrivera un jour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. Et donc, le projet architectural engage des conséquences durables, économiques, sociales de l'environnement. À ce titre, nécessite un sujet responsable, capable d'assumer publiquement ses choix. L'AIA peut assister, proposer, simuler, comme on a dit, mais ne peut pas signer un projet. C'est la responsabilité, hein, signer. Parce qu'il y a quelqu'un responsable. On peut pas faire donner à la machine de faire n'importe quoi et signature électronique et sans responsabilité derrière. Parce que ça veut dire que si quelqu'un fait une machine, au lieu de faire un habitat, fait une machine à nous, disons, à se nourrir avec nous, et c'est tolérable. Donc, il y a quand même des questions à se poser. Et quand on parle de attention les orientations qu'on peut donner, mais s'il y a les cerveaux humains qui contrôlent derrière et la responsabilité, surtout morale, l'engagement, cette peur n'existe pas, ça va de soi. Parce que c'est la société qui s'engage avec cette responsabilité, en déléguer la responsabilité à quelqu'un. Et c'est la société qui les donne la responsabilité. La responsabilité ne vient pas de l'air. Répondre de ces effets, porter une responsabilité juridique et morale. Bref, la conception architecturale ne peut donc être dissociée d'un acteur humain identifié. Et Dieu merci. Alors, la conclusion, l'intelligence artificielle constitue un outil puissant dans certaines phases du projet architectural, notamment en matière d'analyse, d'optimisation et de simulation. Toutefois, les fondations conceptuelles du projet, sens, position, hiérarchisation, intuition, responsabilité, relèvent d'une intelligence humaine irréductible. Je répète, l'intelligence artificielle est un énorme, c'est dans la collaboration indispensable et pour la production d'une architecture vraiment augmentée. Que c'est pas petit, c'est pas rien, c'est énorme l'apport. Plutôt que de substituer l'architecte à l'IA, il convient de reconnaître que la complémentarité, je pense que tout se résume dans cette phrase, la complémentarité asymétrique. C'est comprendre qu'il y a une complémentarité asymétrique. L'IA assiste là où la décision est calculable, les calculs. L'architecte demeure indispensable là où la décision a un signifiant, c'est-à-dire il y a un signifiant derrière. Sans signifiant, l'architecture n'existe pas. Il y a toujours un signifiant qu'on ne peut pas automatiser. Et là, bon, c'est des esquisses. J'ai mis une multiplicité d'esquisses. Là, c'est Frank Lloyd Wright. Et donc, j'ai fait justement, j'ai mis des phrases pour voir, par exemple, quand vous voyez les esquisses des grands architectes dans l'histoire, vous voyez que là, il n'y a pas c'est pas de rechercher des petites formes, non, il y a déjà des critères qui sont liés à une analyse par rapport à l'expérience,
par rapport au mouvement, là où ils sont immergés. Par exemple, là, j'ai dit croquer, c'est relier l'œil, la main et la pensée. C'est écrire sans mots, ça j'adore. Écrire sans mots, hein? Quand on fait un esquisse, quand on fait, c'est écrire. Il n'y a pas des textes qui peuvent remplacer ça. C'est complètement faux. Les textes ne peuvent jamais remplacer, parce que c'est dans notre espace, les textes et le croquis ou l'esquisse. Ils ne sont pas dans le même espace. Donc, on ne peut pas les analyser de la même façon. Là, par exemple, les Corbusier, c'est les croquis comme moyen de communiquer une intention de conception, c'est-à-dire quand vous voyez les lignes avec la géométrie, avec les axes, la transmission, c'est beaucoup plus loin qu'un dessin. Il y a du sens, il y a de la pensée, il y a de la créativité. Là, par exemple, Louis Kahn avec les dessins, c'est monumental toujours, mais c'est toujours avec une force énorme. Et c'est croquis qui est typique de sa propre architecture. Hein. Renzo Piano aussi, j'ai alterné, là je n'ai pas fait un choix par rapport à une auteur particulier, non, j'ai voulu justement mélanger, parce que peu importe, les grands architectes, ils ont toujours utilisé, et ils continuent à l'utiliser, et je pense que c'est pas mort, même je ne crois pas qu'un jour va être mort, parce que ça donne le sens créatif. Et vous voyez comment on peut imaginer dans une coupe aussi bien un dessin 2D, un détail, le plan, la perspective. Ce n'est jamais seulement en perspective, ce n'est jamais seulement en axonométrie, peu importe. Chaque projet a sa propre façon d'être lu, d'être interprété. Et parfois, c'est en 2D que ça se passe, parfois c'est en 3D. Il n'y a pas des soucis à se faire pour ça. Et là, Frank Gehry, par exemple, comme contraste, vous voyez, Frank Gehry, bon, j'ai beaucoup lu aussi de sa propre architecture maintenant qu'on les rend hommage parce qu'il est décédé il y a peu de temps. Et vous voyez là, l'esquisse comme parfum d'une culture, j'ai mis là. Parce que il a pris les constructions vitrées, horticoles du 19e siècle, et c'est avec cette matière première qu'il a fait. Mais quand vous voyez les esquisses là, est-ce que vous voyez la copie d'une image que vous un style? Pas du tout, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais c'est la magie de l'architecte, ça, de pouvoir mettre tout ça, des grands architectes, hein, sa pensée avec 3 lignes. Et ça, c'est les miens, voilà. Moi aussi, j'utilise encore. Là, c'est des croquis que j'avais fait pour un projet d'aménagement d'un espace urbain. Il y a la place de l'Europe où j'avais fait une proposition des idées concernant la place de l'Europe à Paris. Bon, j'ai 10 000 autres aussi. Mais ça veut dire que moi, je fais justement des exemples où il y a, là, c'est plutôt la perspective, mais il y a d'autres exemples où je peux avoir un plan, des axes, voilà, voilà. Donc, c'est avec ça que je m'arrête. J'espère que ça vous a apporté. J'insiste toujours, j'ai fait cet exposé, pas pour vous dire que moi je suis la meilleure, l'architecte qui sait tout, c'est au contraire, moi ce que je propose, c'est d'ouvrir un débat contradictoire et qu'on vienne pour me dire justement que tout est faux. Par contre, si vous faites un like à ma vidéo, ça permet aussi que les autres puissent regarder, puissent critiquer. Donc, ça m'aide aussi, moi, à avancer. Et puis, sinon, mon site internet, il est toujours pour vous, bimconseil.com. Vous pouvez regarder
aussi sur LinkedIn, plein de posts me concernant. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.